Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui tend le micro aux voix de l'imaginaire, autrices, auteurs, scénaristes, celles et ceux qui créent des univers de fiction. Aujourd'hui, je reçois Étienne Quinge. Étienne est biologiste, expert en développement durable et auteur de science-fiction, dans différents sous-genres, du space opéra au techno-thriller. Étienne est arrivé sur le devant de la scène imaginaire grâce à son dernier roman, Symphonie atomique, un roman qui a fait parler de lui grâce à son excellent bouche à oreille, et il parvient à conquérir son public malgré un thème, on va dire sombre, l'effondrement. Donc on peut pas dire que ce soit une lecture légère, et avoir gagné un public de lecteurs assez enthousiaste, c'est un peu une prouesse dans ce contexte. J'ai eu donc envie d'en savoir plus sur la démarche hors norme d'Étienne, et il est avec moi aujourd'hui pour évoquer son travail d'auteur. Bonjour Étienne, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Alors merci Étienne d'être là avec moi, et puis avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit, je réalise qu'on est peut-être en train de faire une des dernières interviews avant la fin du monde, pour faire un clin d'œil à Radio Collapse de ton dernier roman. Donc merci d'avoir choisi de passer ce temps-là avec moi. Merci de m'inviter, c'est un plaisir, toujours un plaisir d'être avec toi. Avant de parler de Radio Collapse, des changements climatiques que tu abordes dans ton roman, c'était intéressant de parler un peu de toi et d'expliquer que c'est un sujet que tu connais bien. Tu es biologiste, expert du développement durable. Ça consiste en quoi, tu vois, expert du développement durable? C'est quoi ton métier, en fait, au quotidien? Alors en fait, effectivement, moi j'ai une formation de biologiste, l'environnement, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit, vu que j'ai grandi dans les Alpes, donc j'ai eu la chance de pouvoir profiter des montagnes très jeune, ce qui m'a donné une certaine sensibilité à l'environnement. Et du coup, j'ai décidé de faire des études de biologie parce que j'avais besoin de comprendre le monde qui m'entourait, de comprendre comment ça fonctionnait. J'avais une curiosité naturelle pour tout ça. Et j'ai décidé de pas faire de thèse parce que c'était un peu trop théorique pour moi. Donc, je suis rentré sur le marché du travail. J'ai d'abord commencé dans les ONG. Donc, je faisais de la sensibilisation aux enjeux du développement durable et je travaillais sur des projets de purification d'eau en zone rurale en Afrique à la fin des années 90. Et puis, au début des années 2000, je suis rentré dans le privé parce que j'ai pensé que c'était intéressant de voir comment on pouvait essayer de faire évoluer le système, parce que je pensais qu'il y avait un réel besoin de prise de conscience et d'évolution de nos pratiques. Et donc, je suis rentré dans le privé et j'ai commencé à travailler sur d'autres sujets comme la gestion réglementaire, la gestion de systèmes de management, c'est-à-dire comment on prend en compte l'environnement dans une organisation d'une entreprise privée ou d'une collectivité publique. Et j'ai été consultant sur ces sujets pendant les 20 dernières années, en gros, même si à la fin j'ai été responsable du développement durable de mon groupe. Donc j'ai progressé sur des projets de plus en plus importants et des structures de plus en plus importantes, avec l'objectif en fait de intégrer le risque et les enjeux environnementaux dans le fonctionnement même, dans les processus de fonctionnement des entreprises en fait. Donc principalement sur des projets d'aménagement du territoire, d'ingénierie d'aménagement du territoire. Donc avec une vraie difficulté qui est de faire passer le message, qui est de sensibiliser les gens, qui est aussi de former des gens, parce que les générations antérieures n'ont pas forcément été formées aux enjeux de l'environnement dans leur métier. Donc beaucoup de travail de communication en fait sur ces sujets-là. Ok. Est-ce que on a vu que tu vois la prise de conscience autour de l'environnement, elle a été lente, même si on parle depuis même 2000, les années 2000 de l'environnement, les artistes en parlent, tout le monde en parle, mais la prise de conscience de l'imminence du danger, elle est assez récente avec les rapports du GIEC. Est-ce que tu as vu ce changement-là? Est-ce que tu vois une accélération dans la prise en compte de cet enjeu? Alors clairement, en fait, c'est beaucoup plus ancien que ça. Il y a les rapports du Club de Rome, de Meadows, dans les années 70. Là, il y a 2 jours, je lisais un article comme quoi il y avait un rapport du Pentagone qui avait été fait au président américain en 77 pour l'alerter sur le changement climatique. Donc c'est assez vieux, mais la menace était suffisamment lointaine pour qu'on s'en préoccupe pas. Après, moi, j'ai clairement vu le changement. C'est-à-dire quand j'ai commencé à travailler dans les années 2000 dans le privé, j'étais dans des sociétés où je rencontrais des directions d'entreprises qui me regardaient avec des gros yeux ronds comme si j'étais un martien. Ils avaient jamais entendu le mot biodiversité, ils croyaient pas au changement climatique. Ils étaient assez réservés sur tout ce qui était faire évoluer leurs pratiques. Et 20 ans plus tard, je vois dans les métiers que je fais, dans les métiers d'ingénierie, de travaux, c'est devenu un standard de prendre en compte l'environnement. Je dis pas que c'est bien fait ou que c'est efficace, mais au moins ça a été pris en compte. Donc oui, il y a un basculement très clair. Et plus on avance dans les générations, plus il y a une sensibilité évidente au sujet et une attente évidente d'évolution comportementale et stratégique sur ces sujets. Je me souviens, oui, tu rappelles que il y avait cette connaissance du réchauffement climatique il y a très longtemps, et j'ai un souvenir, il y a eu récemment des
des experts du pétrole américain qui ont été interrogés. Ils avaient fait des prédictions d'augmentation de réchauffement qui étaient correctes dès les années 70-80, et on est sur la courbe qu'ils avaient définie à l'époque, quoi. Donc on n'a pas dévié, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Malheureusement, on n'a pas beaucoup dévié, mais c'est assez dur, hein, en fait. Il faut être honnête. C'est pas, moi, je crois pas que le problème soit simple et qu'il y ait des coupables quelque part. Hein. Je pense que le problème, il est extrêmement complexe et que c'est un héritage culturel qu'on a de comment on a construit nos sociétés et notre organisation sociale. Et le faire évoluer est pas simple. Hein. Faut pas se tromper non plus. Hein. Oui, je suis d'accord. Parce que c'est ce que j'aime dans ton roman aussi. Si tu parles de, voilà, on a bâti une société sur le pétrole qui ne veut pas s'effondrer de la manière dont on pensait, aussi vite qu'elle aurait dû s'effondrer pour laisser la place à la suite. Mais voilà, on a bâti quand même, c'est un modèle de société qui s'est bâti donc comme ça, et donc c'est les fondations qu'on remet en cause. Tout à fait. Ouais. Non, mais ça, je suis sûr qu'effectivement, on a encore des ressources énergétiques, donc on s'effondrera pas comme ça, à mon avis, aussi rapidement que ça. Après, il peut y avoir des mouvements sociaux, mais enfin, il y aura des mouvements sociaux, ça c'est évident, mais qu'est-ce que ça donnera, je sais pas exactement, mais disons qu'il reste de l'énergie quand même en grande quantité sur Terre, que ce soit sous forme de pétrole, de gaz, de charbon, de nucléaire ou de renouvelable. On a quand même de quoi faire face à des décennies de ressources en énergie. Donc à mon avis, tant qu'on aura de l'énergie, la civilisation restera suffisamment organisée et sombrera pas dans le chaos le plus total. Ok. Dans ton métier, donc tu as un métier qui est prenant, dans lequel tu t'investis beaucoup. Pourquoi tu t'es lancé dans l'écriture, dans ce projet un peu fou de dire je vais écrire de la fiction ? Alors j'avais toujours voulu le faire. Hein. Déjà quand j'étais tout petit, je savais pas trop ce que j'allais faire. Je me souviens à l'école, au lycée, au collège, ils m'avaient demandé ce que je voulais faire plus tard. Et je leur avais dit j'ai pas trop d'idées, mais ça me paraissait sympathique d'écrire des histoires pour intéresser les gens. Donc j'avais toujours eu en tête cette idée d'écrire des histoires depuis très longtemps. Et puis j'étais un grand lecteur depuis très jeune. Hein. Donc je lis beaucoup de SF depuis tout jeune. Donc j'avais toujours eu ce genre-là en tête. Je suis assez fan des auteurs historiques de SF américains, anglais et aussi français. Et du coup j'avais toujours eu ça en tête, mais le temps me manquait. Et puis il y a eu un événement dans ma vie il y a 10 ans qui a été assez marquant, qui m'a fait une petite bascule. Qui m'a fait réfléchir à ce que je voulais faire vraiment en fait, et ça me paraissait quelque chose d'important d'écrire un bouquin, et notamment d'écrire un bouquin qui me permette de partager en fait mes réflexions et mes craintes, il faut bien le dire, sur un certain nombre de sujets environnementaux, mais sans faire quelque chose qui soit très intellectuel comme le rapport du GIEC, ou très lourd ou très moralisateur. Je voulais plutôt écrire un bon thriller, un bon roman d'action qui en fait intègre cette dimension environnementale pour la traiter, mais qui permette aux gens d'être pris par le thriller, de lire un bon bouquin et en même temps d'absorber des éléments de réflexion sur les enjeux environnementaux. C'était vraiment mon objectif. Donc j'ai commencé à faire l'effort, à me dire qu'il fallait que j'avais déjà essayé d'écrire précédemment dans la fin des années 90, au début des années 2000. Mais à vrai dire, j'avais fait que 30% de l'effort, quoi. Et puis je croyais que c'était assez à l'époque, donc ça n'avait jamais marché. En fait, faut travailler beaucoup plus pour y arriver. Et donc là, je me suis mis sérieusement au boulot en 2014 et j'ai passé 3 ans sur mon premier roman qui a été publié aux éditions Rivière Blanche, qui s'appelle Antarctica, qui est déjà de l'anticipation autour de la fonte de l'Antarctique et de l'exploitation de l'Antarctique pour ses ressources naturelles dans une 50aine d'années. Et Antarctica, j'étais content quand c'est sorti, mais c'est vrai que je l'ai sorti chez un petit éditeur, puis ça m'avait montré que j'étais capable de faire autre chose, donc j'ai continué sur un deuxième, qui était plutôt un space opéra, et après j'ai fait Symphonie atomique, et puis là je continue d'écrire, donc j'ai pris le rythme d'écriture et j'ai réduit mon temps de travail un petit peu pour pouvoir consacrer du temps à l'écriture ces dernières années. Ok. J'avais lu que tu avais justement ton premier roman dans Antarctica, c'était sur ça traitait du changement climatique déjà, et que tu avais fait une petite pause parce que c'était un peu intense, donc tu avais fait un space opéra pour te détendre en fait, pour avoir c'est tout à fait ça. Là, le 4e sur lequel je suis, c'est de la fantaisie pour me détendre aussi, loin des réalités quotidiennes. Okay. Parce que c'est vrai que c'est éprouvant. Symphonie atomique, je l'ai écrit en 2019 et sur les 6 premiers mois de 2020. Donc juste avant le Covid. Donc j'avoue que ça m'avait mis dans des dispositions d'esprit déjà pas génial. Le Covid, c'était pas super non plus comme tout le monde.
Donc voilà, c'est vrai que ça. Bah, on est dedans, quoi. Donc c'est vrai que quand vous écrivez sur des sujets qui sont durs, le texte de symphonie est quand même un texte dur. Hein. Je le cache pas. C'est pas quelque chose que je cherche à cacher. C'est vraiment un texte qui est dur et il est dur à lire, il est dur à encaisser, mais il est dur à écrire aussi, en fait, émotionnellement parlant. Donc c'est vrai que c'est une charge émotionnelle importante de travailler là-dessus, tout en cherchant le ton juste, à pas trop plomber les gens, mais en même temps à délivrer des informations exactes. Donc c'est vrai que c'est assez dur, et ce rythme de un roman d'anticipation très réaliste qui traite de sujets vraiment concrets et collés au réel, et un roman beaucoup plus imaginaire, c'est un rythme qui me convient très bien en fait. Oui, Et qui me permet d'explorer aussi d'autres pistes en fait dans le travail d'écriture. Parce que c'est vrai que du coup au départ j'avais l'ambition d'écrire un roman qui traite d'environnement. Puis là, je me suis pris au jeu, donc je continue. Donc c'est vrai que c'est bien de varier aussi ce qu'on écrit. Le but, c'est de pas réécrire éternellement la même chose. D'ailleurs, tu écris des romans qui sont... Les deux romans qui traitent d'environnement sont totalement indépendants. Il n'y a pas de suite, ça se lit dans n'importe quel ordre. Ouais, tous les romans que je fais sont one-shot parce que j'ai tendance à pas finir les séries ou à voir que l'auteur meurt avant d'avoir atteint la fin. Donc je me suis dit que j'allais éviter la première comme la deuxième option. Et je fais pour l'instant que des one-shots. Même si des fois je laisse à la fin des opportunités d'écrire un livre dans le même univers. Par exemple, sur le space opéra, je m'étais laissé des portes ouvertes pour écrire pas une suite, mais un roman qui s'inscrive dans le même monde en fait. Ok. Ce roman, La Symphonie atomique, je dis, c'est ce qui t'a un peu fait connaître et propulsé dans l'imaginaire, parce que c'est vrai que il a des caractéristiques propres, quoi. Il parle d'un thème et de manière dure, sans détourner le regard en fait du problème de l'environnement. Donc en fait, il est marquant, et donc il fait une belle carrière en bouche à oreille. Comment tu as réussi à vendre ce livre? Parce que ton deuxième roman, tu l'as édité chez Critique, Légende d'agrégat. Le troisième, Symphonie atomique, chez Critique aussi. Comment tu es allé les voir et pour les convaincre de dire on va faire un roman qui peut sembler déprimant, mais ça va être ok? En fait, je l'ai envoyé à Eric qui dirige les éditions Critiques suite à Légende d'agrégat. Je lui avais dit je travaille sur autre chose qui est un peu dans la même veine que le premier. Et j'avoue, je pensais qu'il le sortirait pas. Hein. Je me demandais si je trouverais un éditeur pour sortir un texte comme celui-là. Mais en fait, ils ont adoré chez Critiques tout de suite. Donc il y a vraiment une réaction super positive de tous les gens qui l'ont lu chez Critiques. Donc l'accueil a été super bon en fait, contrairement à ce que je croyais moi, parce que je trouvais que c'était quand même assez sombre, et je me disais que commercialement c'était pas forcément un créneau super porteur d'écrire quelque chose comme ça. Donc je me demandais si un éditeur jouerait le jeu, et en fait non, chez Critique ils ont été tout de suite emballés, ils y ont beaucoup cru et ils ont beaucoup aimé, et en fait j'ai beaucoup de réactions de ce type-là finalement chez les lecteurs que je vois. Aujourd'hui, j'ai des réactions très très positives. Je vois beaucoup de réactions très très positives. Il y a aussi des gens qui me disent j'ai commencé puis je l'ai mis de côté parce que c'est pas le moment, ce que je peux comprendre. Mais il y a beaucoup de réactions positives. Finalement, je crois que il y a un tel flou artistique sur ce qui nous attend en termes d'environnement que ce roman, il a le mérite de poser les cartes sur table. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de jugement de valeur à l'intérieur du roman. C'est plus une présentation de faits et de personnages qui sont confrontés à ça. Et je pense que les gens, c'est pas du blabla scientifique où on comprend rien, c'est pas non plus quelque chose de complètement abstrait ou ça parle du quotidien, donc je pense que finalement ça leur apporte un éclairage qui les intéresse en fait, paradoxalement, même si c'est sombre, ça les intéresse, et comme ils sont pris par le thriller, ils se rendent pas trop compte du reste, ça permet de faire passer la pilule entre guillemets. Et du coup, il y a une assez bonne adhésion au roman, en tout cas pour les retours que j'ai. Hein. Comme tu disais, il y a le côté thriller qui fait passer la pilule. Tu as mis un packaging et un rythme qui est effectivement plus... Je parlais de techno-thriller parce que c'est vraiment ça dans le rythme que tu as impulsé au roman. T'es pris par une intrigue, t'as des intrigues politiques entre quatre nations atomiques qui font la guerre, et puis qui sont en tension, on va dire, et qui s'observent, et donc on a envie de savoir la suite, quoi. C'est vrai que c'était l'idée de départ. Hein. Je me suis dit, je me suis pas dit que j'allais faire un 48 heures chrono, mais j'ai constaté que j'avais fait un 48 heures chrono. À la fin du roman, j'ai réalisé que hormis les 2 premiers chapitres et les 2-3 derniers qui s'étalent un peu plus dans le temps,
80 ou 85% du roman se passe sur 48 heures en fait. Donc c'est vrai que ça donne un rythme infernal au roman en fait. C'est la montée d'une crise, le pic d'une crise et la résolution d'une crise. Donc c'est très rapide, très dense, très compact quoi, très très prenant. Et c'est vrai que c'était le but. Est-ce que la manière de pitcher le roman, tu l'as changé en salon avec le temps pour l'adapter avec les retours du public au public ou pour j'ai vu que tu avais mentionné que peut-être tu mettrais un avertissement, attention à l'éco-anxiété. Ouais, j'ai proposé à l'éditeur que si on était amené à faire un retirage, on ajoute une petite phrase peut contenir des traces de nostalgie ou d'éco-anxiété, en référence un peu aux informations allergènes sur les aliments. Parce que je me disais qu'il fallait quand même prévenir le public après réflexion, mais c'était plus pour lui épargner un choc de réalisation après avoir ouvert la première page qu'autre chose, parce que le texte attaque quand même assez clairement d'entrée de jeu. Donc si on lit rien que la première page avant d'acheter le roman qui présente le Radio Collapse, on est tout de suite dans le bain de ce que va être le roman quand même. Donc il n'y a pas vraiment de surprise. Mais oui, non, mais sinon pour répondre à ta question, j'ai pas vraiment adapté le pitch. Je le présente comme un roman thriller 48 heures chrono sur fond de climate fiction et de textes très réalistes et assez durs, et je le présente de manière assez simple tel qu'il est en fait. Donc non, j'ai pas évolué, mais je pense effectivement que ça serait bien de rajouter cette petite mention sur la 4e de couverture. En fait, il y a la mode en ce moment est de préciser la tendance en tout cas, de préciser les trigger warnings. Donc voilà, si ça peut prévenir les gens que c'est pas forcément facile à lire. J'ai découvert le mot Soulstalgie grâce à toi en fait, parce que je connaissais pas cette désignation d'éco-anxiété. Oui, alors il y a un dispositif que tu utilises et que je n'aime pas habituellement. Tu sais, les petites intros de chapitres qui sont un peu différentes, qui sont en dehors de l'histoire et qui vont partir un peu dans tous les sens. Et dans ton cas, dans ce roman-là, Radio Collapse, je trouve que c'est vraiment génial parce que ça donne l'ambiance, ça te pose le ton, ça permet de sentir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce monde un peu partout en piochant un peu dans différents endroits. Donc Radio Collapse, c'est quoi? C'est la fréquence de la fin du monde, les tranches de vie de l'effondrement qui sont distillées durant tout ton roman, c'est ça le principe? Ouais, c'est tout à fait ça. En fait, cette idée, elle est venue, j'avais déjà écrit à peu près la moitié du roman quand j'ai eu cette idée-là. Je cherchais à échapper à un travers de mon premier roman qui était d'avoir voulu donner des éléments de perception du monde à l'intérieur du texte qui cassent le rythme en fait de l'intrigue. Et donc, j'ai imaginé mettre des petits fragments de tranches de vie au début de chaque chapitre. Et puis à un moment, donc j'ai commencé à faire ça, puis je me suis dit, il y a quand même un problème parce que ces tranches de vie, c'est ce que tu dis, elles viennent de nulle part, elles sont pas liées au roman, donc ça venait comme un cheveu sur la soupe. Et c'est là que j'ai imaginé Radio Collapse, la fréquence de la fin du monde, et son émission phare, l'effondrement près de chez vous, qui est en fait une émission radio qui collecte des témoignages sur les gens qui subissent un peu les contraintes environnementales au quotidien et qui les partagent mondialement avec le reste de la planète. Donc c'est une radio super déprimante, c'est la radio qui fout le bourdon, il y en a un qui dit à un moment dans le roman, c'est vraiment ça, mais ça me permettait en fait de faire toucher du doigt la réalité du quotidien dans le monde, là, de faire toucher du doigt le monde sans alourdir le texte de l'intrigue. Et donc en fait, et après quand j'ai inventé Radio Collapse, du coup ça me permettait de faire un lien avec le texte qui était très fort, et ça m'a permis de réintégrer la radio aussi dans le corps de texte pour qu'elle ait une existence dans le corps de texte aussi. Donc on l'entend parfois dans certains chapitres, en dehors des épisodes de Radio Collapse au début de chaque chapitre. Et voilà, et c'est vrai que je pense que c'était une super bonne idée parce que ça plaît à tout le monde, quoi. Ça vraiment, c'est le truc qui a marqué tout le monde, ça. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne pas toujours bien, mais là, c'est vraiment nickel, c'est génial. Et d'ailleurs, il y a un slogan fort pour cette radio que tu mets en avant dans le roman. Je sais pas si tu le mets sur la 4e de couverture, mais dans les pitchs, on le retrouve souvent, c'est « Soyez éco-responsable, suicidez-vous ». Donc ça catégorise le roman tout de suite. C'est vrai que l'éditeur l'a retenu pour la 4e de couverture toute seule. Donc moi je trouvais que c'était un peu raide à l'époque. Je pense que c'est une bonne accroche, donc ça fait réagir les gens en bien ou en mal, mais ça leur saute tout de suite, ça saute à la gorge, quoi, en quelque sorte. Après, c'est un peu ce que je dis tout le temps, c'est que c'est un peu décalé par rapport au roman, parce que cette baseline, c'est la baseline, donc c'est le slogan de Radio Collapse en fait, c'est leur fond de commerce. Et
en fait ils sont complètement désespérés, donc ils atteignent le dernier stade du cynisme. Bon, moi aussi je suis assez cynique de fait. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu le contre-pied du roman. En fait, c'est vraiment dans l'introduction, c'est la première page du roman, donc ça présente Radio Collapse, l'émission, le concept de l'émission, et puis ça finit sur la baseline. Et en fait, pour moi, ce qui était bien dans ce truc-là, c'est que ça faisait passer plusieurs messages. D'abord, on peut pas vivre sans impact, donc c'est vrai que si on veut pas d'impact, faut pas vivre. Le zéro impact, ça n'existe pas, donc faut être conscient qu'on a des impacts quoi qu'on fasse. Les animaux eux-mêmes, les végétaux ont des impacts eux-mêmes sur l'environnement. Tout ce qui vit a un impact sur l'environnement. Et puis le deuxième chose, c'est que ça prend le contre-pied du bouquin, c'est-à-dire que moi, un des messages que je cherchais à faire passer dans ce livre, c'est aussi que quelles que soient les catastrophes collectives et individuelles qui nous arrivent et les difficultés dans lesquelles on est, on peut quand même essayer de faire quelque chose de positif. Et les personnages, les 4 personnages du roman, chacun, les 4 personnages principaux, et puis il y a aussi 5-6 personnages secondaires, ils sont tous un peu dans cette dynamique d'essayer de, malgré les difficultés, d'essayer de faire quelque chose de constructif, de collectif, de collaboratif, de bien en fait. Ils sont dans une situation terrible, mais ils luttent pour faire quelque chose de bien. Et du coup, ça fait un contre-pied très bien avec cette mise en abîme de Radio Collapse au démarrage. Parce que pour moi, c'est vraiment là qu'est l'enjeu. En fait, je pense que le futur, il est assez dur. Il va nous imposer des choses assez dures. Et il vaut mieux l'avoir en tête et s'y préparer et se demander comment on va rester des gens bien individuellement et collectivement dans un contexte dur où on aura des contraintes nouvelles et des choses difficiles à affronter ensemble. Pour rester humaniste, pour rester démocratique, pour rester dans nos valeurs, en fait, malgré ces difficultés-là, je pense qu'il faut en avoir conscience et l'appréhender frontalement. C'est aussi un des objets du roman. On répète là, on dit que le roman est dur, etc. Moi, je l'ai vécu, tu vois, je l'ai mieux vécu que ce que j'aurais pu le penser, en fait, parce que oui, il y a un contexte difficile, oui, il y a un environnement climatique, mais il y a ces personnages, effectivement, comme tu le dis, qui sont quelque part lumineux et qui essayent de faire des choses bien, quoi. Donc c'est quand même eux qui te guident dans l'histoire et donc c'est quand même je trouve une lumière dans le roman en fait. C'est bien parce que c'était vraiment mon but. Mon but c'était pas de plomber le moral des gens, c'était de montrer que effectivement, de montrer le risque réel si on n'arrive pas à évoluer dans notre organisation, si on maintient notre niveau d'impact. Je voulais faire partager le risque réel de ce qui risquait réellement de se produire et faire toucher du doigt aux gens la réalité du changement environnemental, parce que je pense que c'est très abstrait pour beaucoup de monde, plus 2, plus 3 degrés, ça veut rien dire. Vous dites il fera 30 au lieu de faire 25, c'est que dalle, ça changera rien. En fait, c'est pas ça qui va se passer. C'est des phénomènes chaotiques, c'est des effondrements d'écosystèmes, donc c'est des remises en cause du milieu qui nous permet de vivre en fait. Donc c'était ça que je voulais faire toucher du doigt et c'est ça qui est le côté dur en fait. Après, les personnages, pour moi, l'être humain, l'être humain, il a survécu à la peste noire, il a survécu à des périodes de guerre abominables et même dans ces périodes-là, il y avait des gens qui continuaient à faire des choses bien, qui continuaient à lutter, à vivre, à aimer, à rencontrer, à partager des bons moments. Et quel que soit ce qui nous arrive, ça reste, on reste des êtres humains avec des choses bonnes qui nous arrivent, des choses moins bonnes qui nous arrivent et essayer de faire quelque chose de bien de nos vies, quoi. Et en fait, ça continuera tant qu'il y aura des êtres humains sur Terre. Donc, je veux dire, effectivement, je pense que ce qui est parfois assez dur, c'est que les gens n'ont pas forcément cette vision du risque environnemental. Et là, il est posé de manière assez radicale, sans concession. Mais effectivement, les personnages se laissent pas abattre, donc c'est pas un roman où on a envie de se tailler les veines avec les pages du livre à la fin quand on est arrivé au bout. En tout cas, personne m'a fait ce retour-là. Non, les personnages en fait se débattent et surtout c'est pas manichéen dans le sens où ils se débattent avec leurs propres contraintes en fait. Et donc on voit aussi tout le piège auquel on est confronté face au climat, c'est que on a des contraintes, donc on n'est pas libre et on peut pas juste dire il suffit de, comme tu disais, c'est pas simple et tu peux pas juste changer 2 paramètres et qu'on reparte dans la bonne direction en fait. Ouais, non, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'un des points intéressants du livre qui est mis en avant, j'ai pas vraiment fait exprès en fait, je l'ai fait un peu inconsciemment par réflexe, c'est que tous les personnages à chaque fois qu'ils font quelque chose, ils pensent à leur impact sur l'environnement en fait. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans le roman en fait, c'est parce que moi, c'est ce que je fais. Moi, je suis éco-anxieux depuis 1986, comme je dis tout le temps. Donc, j'avais pris un peu d'avance sur les autres. Pas forcément pour mon plus grand bonheur, mais c'est un fait.
Et du coup, c'est vrai que j'avais un peu à cœur de montrer que la bonne logique, finalement, c'est dans l'analyse coût-bénéfice de ce qu'on fait, c'est d'intégrer cette dimension environnementale dans notre vie quotidienne. Chacun dans nos décisions, je pars en vacances 3 jours, est-ce que je vais partir en Thaïlande ou est-ce que je vais partir camper à 50 km de chez moi, c'est pas vraiment le même impact. Donc je pense que intégrer cette dimension dans la réflexion de nos choix quotidiens, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. C'est ça que je fais dans mon travail avec les entreprises, mais je pense que c'est quelque chose qu'on va tous être amenés à faire de plus en plus instinctivement en fait. Et ça commence avec les jeunes qui veulent plus prendre l'avion, qui veulent plus faire un travail qui dégrade l'environnement, qui veulent trouver du sens, qui veulent contribuer. En fait, c'est ce qu'ils commencent à faire, ils intègrent la dimension environnementale dans leurs arbitrages. On parlait des personnages, oui, qui est une vraie réussite de ton roman, mais il n'y a pas que ça en fait, parce que j'ai été impressionné par la manière dont tu réussis à empiler des thèmes qui se collisionnent dans ton roman de manière, et sans alourdir le tout. Tu vas parler de... Il y a tout, quoi. Il y a la conservation avec les arches de Noé un peu modernes, t'as de la politique, t'as le nucléaire aussi qui vient, enfin qui nous a hantés depuis la Seconde Guerre mondiale avec la guerre froide, etc., et qui est aussi présent là. T'as des canaux de sauvetage pour les ultra-riches, t'as la même l'IA qui sert à manipuler le monde. Donc t'as fait un cocktail de technologique en fait. C'est pas juste de la biologie et voilà l'impact sur le climat, c'est que tu as projeté la société dans son ensemble, dans le futur en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment bien fait et bien équilibré en fait. Bah, écoute, j'en suis ravi, hein, mais c'est vrai que c'était un exercice de prospective aussi pour moi, en fait. Hein. C'est vraiment me dire, bah voilà ce que j'ai comme données aujourd'hui, voilà ce que je vois comme tendance évolutive, comment ça va impacter les individus et les sociétés. Parce qu'en fait, je pense que l'enjeu, il joue vraiment sur ces interfaces entre la démarche individuelle et la démarche collective. Aujourd'hui, on est dans des sociétés très individualistes. Et alors qu'en fait, on a un enjeu qui joue à la fois au niveau de l'individu, mais qui joue aussi au niveau de comment l'individu contribue au collectif, accepte de contribuer au collectif. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi présent et que j'avais envie de faire partager mes réflexions sur ces sujets-là. Parce que je pense que c'est vraiment sur cette notion en fait, finalement, l'intérêt individuel bien compris, il passe par l'intérêt collectif bien compris, parce que s'il n'y a pas de prise en compte de l'intérêt collectif, ça finit par bouffer votre liberté individuelle et tous vos acquis individuels. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la tête des gens, et j'espérais le faire un peu passer dans le roman aussi, cette réflexion sur l'aspect collectif, notamment, par exemple, à travers l'Europe, l'évolution politique de l'Europe. Il y a l'aspect collectif, je trouve, qui ressort aussi. Il y a une, comment dire. La Terre est un peu le Titanic en fait dans ton histoire. On a les ultra riches qui essayent de se créer leur bulle un peu indépendamment. Donc comme les riches s'étaient précipités sur les canaux de sauvetage avec le Titanic, donc tu as ces bunkers dans lesquels on va essayer de recréer une vie acceptable sous terre. Tu as cette médecine d'élite qui est ultra performante et ultra chère, qui semble un peu presque proche de la magie. Donc il y a cette espèce de micro-société comme on l'a retrouvée dans le Titanic, avec toutes les classes sociales qu'on retrouve dans cette terre dans laquelle on doit tous cohabiter pour faire face au changement climatique. Bah, c'est tout à fait ça. On voit les différentes couches sociales là, qui sont ceux qui ont les moyens, ceux qui ont modérément des moyens et ceux qui sont vraiment au fond du trou et qui encaissent tout en fait. Hein. Ouais. Parce que la misère aime les miséreux, hein. C'est quand même bien connu. Donc je pense que ça, malheureusement, c'est pas quelque chose, c'est pas une donnée fondamentale qui risque de changer de sitôt, malheureusement, même si nos sociétés se sont plutôt bien améliorées ces dernières décennies sur ces sujets-là, au moins dans certaines régions du monde. C'est vrai que quand il y a une tension sur la ressource qui est en train de nous arriver, ben automatiquement ça tend à accroître les inégalités, les écarts. Et je pense que les progrès technologiques là qu'on va voir, que personne ne voit encore venir, mais il y a des grands progrès en génétique là et en nanotechnologie qui vont faire un écart de plus entre ceux qui auront accès à ces technologies et ceux qui n'y auront pas accès. Et ça, je suis assez convaincu que c'est un des drames en devenir, c'est ça. Et ça va se jouer dans un contexte de changement climatique, donc de sentiments de survie exacerbés des individus et des groupes d'individus. Il y a je parlais de la médecine, tu appelais ça nabiontique ? La nabiontique, ouais. Nabiontique.
À quoi ça fait référence? Ça fait référence à quelque chose de réel aujourd'hui ou c'est une tendance? Pas vraiment, mais je pense qu'on va y arriver. C'est-à-dire que, en fait, l'anabiontique dans le roman, c'est la fusion des progrès en nanotechnologie, en biotechnologie et en informatique, et donc qui permettent en fait d'utiliser des ressources informatiques pour jongler avec des nanomatériaux et des solutions biologiques qui vont s'allier en fait. Donc ça, je pense qu'on n'en est pas encore là. Il manque 20 ans pour qu'on en soit là, je pense. Mais dans 20 ans, on va réussir à marier tout ça dans des choses un peu curieuses, je pense. Et donc ça, c'est ça qui crée le cœur de cette médecine un peu éditiste et haut de gamme. C'est ça. Bah là, par exemple, sur les biotech, il y a le CRISPR-Cas9, là, dont beaucoup de gens ont entendu parler, qui est une nouvelle technologie de fabrication, de manipulation du génome, en fait. Donc ça, c'est des outils qui sont extrêmement puissants, qui sont en train d'émerger, et dont on n'a pas vraiment idée de ce qu'ils vont pouvoir donner dans le futur, mais ils ouvrent des portes à la fois fantastiques en termes de médecine et terrifiantes en termes de capacité de modification de l'être humain, et donc d'écarts sociaux, d'accroissement des inégalités sociales face à la maladie, face aux conditions de vie, face à la vieillesse, face à un tas de choses en fait. Dans les technologies, je parlais de l'IA, et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'elle est utilisée pour manipuler les personnes, donc savoir en fait qu'est-ce qui permet d'acheter en fait, le ressort, découvrir le ressort d'une personne pour la corrompre en fait au plus profond d'elle-même. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant parce que c'est la collecte des données qu'on voit aujourd'hui trouve un aboutissement dans cette projection en fait. Ouais, alors ça c'est assez marrant parce qu'on ne m'en parle pas souvent de cette innovation-là. Elle est noyée un peu dans la masse des sujets du bouquin, mais c'est quelque chose que effectivement en fait donc la personne qui gère le centre souterrain qui propose en fait un abri à l'abri de tout à ses clients pour un siècle, donc qui propose de s'enterrer en gros et de mettre à l'abri les gens pour maintenir son pouvoir politique et pour garantir l'indépendance de sa structure et sa durée dans le temps. Il utilise une IA qu'il a formée pour être capable en fait d'analyser les gens à partir de leurs données publiques et de leurs données privées piratées, pour les connaître, et en fait cette IA arrive à déterminer comment ils vont se comporter en fonction de ce qu'on leur dit, et donc ça lui permet lui de construire son discours pour les manipuler comme il veut. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouvais marrant et qui est tout à fait à mon avis possible en fait dans des années ou les décennies qui arrivent. Je sais pas trop ce que ça va donner les IA parce que je suis pas vraiment un gros expert en IA. On peut pas être bon partout, hein, mais donc je connais pas toutes les fines subtilités des IA, mais je vois assez bien que c'est du traitement de la donnée et de l'analyse de données comportementales. Je pense que ça peut donner des résultats de ce type-là, en fait. Oui, ça m'a paru très réaliste aussi, donc j'ai beaucoup aimé cette partie-là. C'est assez proche un peu, ça fait un peu un lien avec la psychohistoire de fondation au niveau collectif, en fait. Sauf que là, c'est au niveau individuel que c'est utilisé, finalement. Oui, exactement, c'est une projection, déduction autour de l'individu, du futur de l'individu. On voit bien aussi dans ton histoire le prix à payer en fait pour essayer de stabiliser l'environnement, la planète, etc. Finalement, il est élevé et il a des conséquences sur tout le monde aussi. C'est ça qu'on ressent bien aussi dans ton histoire. C'est que on n'a pas aujourd'hui encore vraiment conscience que on va devoir faire des concessions sur des modes de vie, sur un certain nombre de choses pour partager la charge en fait de cette planète qui est surexploitée. C'est aussi un des messages que je voulais faire toucher du doigt aux gens en fait, parce que je pense qu'on n'est pas prêt du tout psychologiquement, alors que les problèmes, ça y est, ils sont là, ils sont pas demain, ils ont commencé. Donc un de mes objectifs, c'est aussi de faire toucher du doigt cette réalité. Quand je parlais tout à l'heure d'individus et de collectifs, je pense qu'il va falloir sacrifier des désirs individuels au profit du bien commun. Et je pense que ça, c'est indispensable, ça va s'imposer à nous tous. Il y en a qui essaieront d'y échapper par tous les moyens, soit ils en auront des moyens, soit ils en auront pas, et ils adopteront des stratégies différentes pour essayer d'échapper à cette régulation. Mais je pense qu'on n'y coupera pas si on veut pas aller au chaos sans nom à la Mad Max, quoi, en fait. Si on veut garder une organisation sociale cohérente, un peu humaniste et un peu démocratique, je pense qu'il faudra qu'on accepte individuellement de faire des sacrifices sur nos désirs de satisfaction individuelle au profit de
de la satisfaction des besoins collectifs. Et je pense qu'on peut aussi apporter une meilleure reconnaissance sociale à cet effort-là que ça n'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous regardez, il y a encore eu des vidéos là récemment de jeunes qui se faisaient agresser par des journalistes parce qu'ils disaient que l'environnement, ça allait vraiment mal finir et que les autres leur disaient mais vous pouvez pas dire ça. Bah si, ils peuvent dire ça, et puis en plus c'est sans doute ce qui risque de se passer, et quelque part on voit bien que c'est une tentative d'échapper à la réalité, alors que la réalité elle est là, elle est en train de nous rattraper, et que quelque part il faut qu'on trouve des solutions collectivement. Pour moi un des enjeux de ce roman, c'est vraiment de faire toucher du doigt aux gens les risques, pour que quand on est conscient et de déclencher des émotions qui vont entraîner un moteur d'action, pour que justement on commence à se dire, bah oui, moi je trouve une meilleure satisfaction à prendre compte des enjeux collectifs et à préserver des intérêts collectifs de long terme qu'à satisfaire mon ego ou ma satisfaction bassement matérielle tout de suite. Et je pense que ça doit évoluer aussi en termes de reconnaissance sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites ça, on vous dit en gros que vous êtes un abruti parce que vous feriez mieux de vous occuper de votre intérêt personnel. Je pense que la société, elle gagnerait à valoriser ces comportements-là et à plutôt dévaloriser les comportements complètement aberrants, individualistes. Par exemple, est-ce qu'il faut vraiment envoyer des touristes dans l'espace ? Autant je suis pour l'exploration spatiale, autant je suis pas forcément pour le tourisme spatial. Je suis pas sûr que ce soit une super idée. Oui, je suis assez d'accord. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'opposition, la prise en compte, la différence de prise en compte dans les générations, parce que j'ai l'impression qu'on est à un moment où la société est bloquée, un peu comme on avait dans les années 70, tu sais, où il y a eu besoin d'un grand. T'as l'impression que t'as on va dire une société qui est bloquée, qui a plus il y a plus de possibilité de discuter ou de faire d'évolution en dehors de l'action parfois violente, comme on avait dans les années 70 avec des groupes d'action armée, des fractions révolutionnaires, etc. Et le risque aujourd'hui, c'est que il y a une radicalisation des jeunes face effectivement à ces comportements qui les discréditent ou qui les dévalorisent, ou ce genre de choses. Donc voilà, ça m'évoque ça en fait. Ah, très clairement, pour moi, c'est un risque. D'ailleurs, c'est traité dans mon premier roman, ce risque de gens bien, d'ailleurs, qui veulent pas être des gens violents, qui sont des gens au départ fondamentalement non violents, mais qui, à force de souffrance et d'humiliation et de perte d'espoir, peuvent péter les plombs, quoi, et basculer dans le rapport de force, en fait. Je pense qu'à un moment, ça risque vraiment d'arriver. D'ailleurs, c'est plus ou moins en train de se produire avec des mouvements assez radicaux. Notamment, j'ai découvert des mouvements écofascistes d'extrême droite. Je connaissais pas encore cette joyeuseté-là, mais ça existe en fait, et d'extrême gauche aussi. Et en fait, je pense qu'il y a des gens, oui, qui risquent à un moment de plus être capables de gérer la dissonance cognitive quotidienne et la souffrance émotionnelle. En fait, l'éco-anxiété, c'est une forme de souffrance émotionnelle, hein. Moi, je vais vous dire, je dis, je suis éco-anxieux depuis 1986, c'est vrai. Ça fait 35 ans que ça me désespère de voir la disparition des espèces animales. Moi, le truc qui me rend le plus malade, c'est l'atteinte de la biodiversité. Pour moi, c'est beau, la nature, et de voir la destruction de cette beauté, c'est quelque chose qui est en fait insoutenable au niveau émotionnel. Donc après, il faut trouver des moyens de le gérer, de le vivre, de le transcender, de l'accepter, de faire avec ce qu'on veut. Chacun trouve sa solution comme il peut. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur à accepter et qui peut mener dans des cas un peu où il y a des événements qui vont chambouler les gens ou qui vont les faire basculer, parce que la psyché humaine est ce qu'elle est et elle peut craquer sous différents effets. Et je crains que dans les années qui arrivent, on ait effectivement des mouvements écologistes entre guillemets qui soient tellement radicaux qu'ils deviennent assez violents. Ce terme d'éco-anxiété, de solastalgie, c'est clairement relié à un traumatisme en fait. Après, on peut dire post ou pré-traumatique, mais il y a quand même c'est de l'ordre du traumatisme en fait. En fait, oui, je pense que c'est vraiment, d'ailleurs, c'est en train d'être reconnu comme une pathologie mentale, officiellement, l'éco-anxiété. Et ça touche, je crois qu'il y a 40% des jeunes qui se déclarent éco-anxieux là dans les classes d'âge de jeunes adultes. Donc on voit bien que ça va être un des sujets d'avenir. Pour moi, c'est un vrai sujet. D'ailleurs, dans le roman, c'est vraiment une pathologie qui ravage l'humanité, en fait. Et c'est vrai que je pense que c'est une pathologie qui va beaucoup gagner en intensité et créer beaucoup de problèmes dans un futur relativement proche.
Sur un roman comme ça, donc je crois que tu disais que tu avais mis 3 ans pour l'écrire. Comment tu travailles pour écrire ça? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal bon, alors c'est ton métier, mais il y a aussi pas mal de travail de documentation, de construction. Comment ça se passe dans la réalisation? Alors en fait, c'est Antarctica, j'avais mis 3 ans, c'était le premier, et j'avais aucun repère. Là, j'ai mis 1 an et demi parce que j'avais diminué mon temps de travail, donc je pouvais travailler un peu plus dessus. J'avais un peu plus de temps à moi pour travailler dessus. Donc moi, je suis très jardinier, comme on dit dans le métier là. Donc je pars avec une idée de départ et très floue, une idée de l'arrivée et aucune idée de comment je vais faire la jonction entre les deux. Donc je construis beaucoup en réécrivant et en faisant des itérations. Donc en fait, j'arrive pas à me mettre à faire un plan et après à rédiger mon plan parce qu'en gros, les idées viennent au fur et à mesure que j'écris. Donc je développe vraiment par itération, retaille, réitération, retaille. Et c'est vrai que là, pour écrire Symphonie atomique, j'ai pas vraiment eu besoin de beaucoup de faire de recherche documentaire, parce que c'était vraiment le fond de ma vision d'une projection. En fait, c'était vraiment exprimer le monde tel que je pense qu'il peut être, à part l'Europe où j'ai fait une exception. C'est pas une vraie projection de ce que je pense qu'on va faire, quoique. Mais c'était plutôt l'idée d'essayer de réfléchir à une société qui aurait intégré la dimension environnementale comme une composante réel de ces choix de fonctionnement et de décision. Ça me permettait d'explorer des pistes de propositions, de début de solutions, d'organisation sociale ou de réponses économiques pour prendre en compte l'environnement. Donc ça, j'ai fait un peu une exception. Mais sinon, c'était vraiment projeter le monde tel que je le vois avec mes connaissances. Me dire, ben voilà, en 2075, l'environnement, il sera dans cet état-là. Ce que ça veut dire au niveau du fonctionnement psychologique des individus, c'est ça, d'où l'éco-anxiété par exemple. Au niveau social, ça veut dire qu'il y aura des évolutions de l'organisation de la société, donc c'est par exemple l'Europe en transition que j'ai proposé dans ce contexte-là. Et puis au niveau global de géopolitique, qu'est-ce qui va se passer en fait? Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à un monde très démondialisé, en fait, très polarisé autour de 4 grands blocs. Et finalement, l'avenir me donne un peu raison bien plus tôt que prévu avec ce qu'on voit qui est en train de se passer maintenant. Tu veux dire avec le conflit en Ukraine? Ouais. Oui, et puis les tensions entre la Chine et les États-Unis autour de Taïwan. On voit bien que là, on est déjà en train de se replier un peu chacun sur nos ressources. Et on voit que c'est un enjeu, beaucoup de ressources, énergétiques, ressources minières. Donc pour moi, c'est le risque quand il y a moins de ressources, c'est le repli sur soi, que ce soit individuel ou collectif. Là, il y a 4 pôles: Russie, États-Unis, Europe et Chine. Donc là, c'est les quatre grands pôles. Et au-dessus de ça, tu as bâti donc une intrigue géopolitique. Comment sur cette partie-là, tu es friand d'actualité, tu absorbes tout ce qui passe pour réussir à construire ton environnement géopolitique là, autour de ça? Ouais, en fait, j'absorbe tout ce qui passe en permanence, donc je fais de la projection en permanence. En fait, ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais naturellement, en fait, que mon cerveau fabrique tout seul. Donc c'est un avantage parce que du coup, c'est assez simple de se dire. C'était assez simple pour moi parce que c'est vraiment quelque chose que je fais au quotidien en fait. Donc c'est vrai que c'était plus une synthèse en fait de mes réflexions sur les 10-15 dernières années et de mon expérience professionnelle. Après, je travaille quand même assez au niveau politique. Donc quand vous travaillez à la direction de grands groupes ou à la direction de grands projets d'aménagement qui coûtent des milliards, il y a quand même une dimension politique très forte dans le travail. Donc j'ai une sensibilité à ces enjeux-là assez affinée, aux enjeux économiques assez affinés. Ce qui me donne une vision transverse assez complète, ce qui me permet quand même de pouvoir faire ce travail de synthèse en fait. Donc là, c'était vraiment plus une synthèse qu'un travail de documentation en fait. Et d'ailleurs, c'était un peu le but, je voulais pas spéculer sur des choses que je connaissais pas, je voulais dire voilà moi comment je crains que ça se passe en fait. Je réalise quand tu en parles là, avec cette dimension géopolitique aussi, c'est ce qui fait que le livre a des côtés positifs, c'est-à-dire tu descends auprès des gens, des miséreux qui subissent le changement climatique, mais tu as aussi la vision du haut de la société, des gens qui ont des leviers pour agir aussi. Donc on a l'impression quand même d'avoir un peu de contrôle sur cette situation et de pas être si désemparé que ça en fait. Le fait d'avoir traité tous ces niveaux-là et cette palette de cette échelle donne un peu quand même le sentiment d'avoir une prise sur ce qui se passe.
Bah, c'est vrai que moi, pour avoir été à des postes en responsabilité, je sais que c'est pas simple de faire des choses et qu'il faut prendre des décisions dans des contextes de vision très flous. Et c'est aussi quelque chose que je voulais faire partager parce que cette réalité-là que les gens au pouvoir, bah, c'est des êtres humains qui ont des journées qui font 24 heures, qui sont pris sous des forces de pression diverses et variées et qui font quand même un peu ce qu'ils peuvent à moitié en aveuglette. C'est quand même une réalité que j'ai pu observer à de nombreuses reprises et que je voulais un peu partager parce que ça, des fois, ça réduit un peu le niveau de tendance à se dire à avoir des raisonnements complotistes. Moi, je suis pas très complotiste dans le fond, même si je me méfie, hein, parce que il y a quand même des coups bas, hein, donc voilà, il y a quand même des coups bas et des coups tordus. Mais globalement, je pars pas sur le principe du complotisme, je passe plutôt sur le principe de l'erreur humaine qu'on essaye de masquer. C'est plutôt ça, moi, ma vision du complotisme. Pour pas en assumer les conséquences, pour moi, c'est plutôt ça la base du mensonge politique, que vraiment un mensonge pour aboutir à faire du mal à l'être humain. Et c'est quelque chose que j'avais aussi envie de partager un peu ces réflexions. Et puis, c'est vrai que dans mon travail, j'apprécie beaucoup de voir tous les niveaux hiérarchiques, depuis le gars qui balaye en bas jusqu'au mec qui décide tout en haut. Et je prends tout le monde pareil, hein. Quand je fais mon travail, j'ai toujours pris tout le monde pareil. Pour moi, c'est un être humain que j'ai en face de moi. Il n'a pas le même statut social, il n'a pas le même rôle, mais c'est avant tout un être humain que je respecte. Et donc, j'aime bien voir que chacun, en fait, participe. Et on oublie des fois que chacun participe à son niveau à la vie commune, quoi, en fait. Chacun fait partie pour moi, on fait partie d'un ensemble et en fait, il faut avoir conscience de cet ensemble pour arriver à l'améliorer et pas que améliorer notre position dans le schéma d'ensemble. Oui, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est le côté pas complotiste du tout et plus on voit que tout le monde se débat. Alors parfois, voilà, l'ego s'en mêle etc. Et donc c'est là où on en vient à masquer les erreurs, les mauvaises décisions, etc. Mais c'est vraiment, on se débat tous en fait dans cette histoire. Bah ouais, c'est un peu mon sentiment, hein. Je pense que face aux enjeux de changement climatique, tout le monde est un peu, aux enjeux environnementaux au sens large, parce qu'on parle toujours de changement climatique. Mais je pense que le risque le principal, c'est même pas le changement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. Je pense que ça peut nous jouer des bien plus grands tours et qu'on l'appréhende encore plus mal collectivement, individuellement, parce que c'est encore plus compliqué et c'est encore moins vulgarisé. Donc, un de mes objectifs, c'était par exemple, peut-être tu voulais en parler plus tard, mais je vais te spoiler. Peut-être un de mes objectifs, c'était dans mon métier, il y a ce qu'on appelle la notion de service écosystémique. C'est en fait le coût du service rendu par les écosystèmes. Ça, personne comprend ce que ça veut dire. Et donc j'ai imaginé un désastre environnemental où le cycle de la matière organique s'arrête la décomposition et la réintégration dans les sols de la matière organique s'arrête parce qu'il n'y a plus assez d'insectes. Et ça, je pense que ça permet à n'importe qui de comprendre tout de suite ce que c'est qu'un service écosystémique. Donc là, on voit tout de suite que c'est pas une bonne option de dégrader les services écosystémiques. Donc c'était aussi un moyen de faire toucher du doigt aux gens cette réalité-là. Ça, c'était vraiment très important pour moi. Moi, c'est vrai que au départ, je suis vraiment touché par le vivant, quoi. Je suis quelqu'un qui a une empathie pour le vivant depuis toujours. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'affecte et que je voulais faire partager l'importance de chaque petite pièce en fait à l'intérieur du monde vivant. J'avoue que c'est cette partie-là qui m'a marqué dans le roman, c'est cette image de décomposition à moitié, enfin des corps d'animaux qui ne se décomposent plus, donc qui crée une matière gluante au-dessus des sols, et donc voilà, c'est la vision d'horreur absolue. J'avoue que celle-là, quand j'y ai pensé, je crois que personne n'y avait encore pensé, mais c'est possible que ça arrive, hein. Ça peut arriver, mais je crois que personne n'y avait pensé, même moi, ça m'a fait assez flipper, hein. J'avoue, pourtant je suis entraîné depuis 30 ans que je pense à des sujets comme ça, mais quand j'ai eu cette idée-là, c'est vrai que ça a un peu augmenté mon niveau d'éco-anxiété interne, personnelle. Voilà, et depuis, j'avoue que la biodiversité, maintenant, je comprends le problème que ça peut poser, en fait. Donc, c'est mission accomplie. Oui, c'est l'arme fatale, oui. Il y a un point que tu mets en avant beaucoup, c'est que tu veux faire comprendre l'impact environnemental par les émotions que vivent les personnages, en fait. Donc ça a été ça ton moteur, je crois, dans ce projet. Bah, c'est vrai que moi je pense que les rapports du GIEC, on peut le lire 100 fois, ça donne envie de se pendre, certes, mais ça déclenche pas beaucoup d'actions, parce qu'en fait c'est un raisonnement intellectuel. Et pour moi,
Pour moi, en fait, ce qui va enclencher un mouvement chez l'être humain, ce qui va le pousser à changer son comportement, c'est plus une impulsion émotionnelle. Le mental, après, il est là pour diriger l'action, pour faire quelque chose de cohérent et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pour construire un cheminement vers un objectif, le mental, mais ça n'est pas une source d'action. Alors que je pense que l'éco-anxiété est une source d'action extrêmement forte, en fait. Paradoxalement, c'est presque une réaction saine en fait. Moi, je pense que pas être éco-anxieux aujourd'hui, quelque part, c'est troublant. C'est-à-dire que c'est une forme, pour moi, c'est une forme de déni. Alors, il y a des gens qui sont solides mentalement ou qui vont pas se sentir concernés du tout, ou qui vont avoir des terrains pas anxieux du tout, qui vont bien réagir. Mais c'est vrai que si on est un peu informé, je vois pas comment on peut ne pas être un peu éco-anxieux. Et toucher du doigt l'éco-anxiété, c'est commencer à se dire bon, bah, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que vous avez pas envie parce que vous avez une crainte de souffrance émotionnelle plus grande encore. Donc ça va vous générer une envie d'action pour changer la trajectoire qui se dessine en fait. Donc c'est vrai que mon but c'était un peu de faire toucher du doigt l'éco-anxiété aux gens qui sont un peu inifugés à ce sentiment-là, pour déclencher chez eux une réaction qui leur permette d'entrer en action à leur niveau. Enfin, en tout cas, c'est l'espoir que j'ai. Je dis pas que ça va marcher. Je croise les doigts parce que ça serait... Voilà. Est-ce que tu as eu des retours, tu vois, de politiques sur ton livre ou de gens qui sont en position d'agir et qui se disent là, ça m'a fait réaliser des choses et je vais essayer de pousser à mon niveau? Il y en a eu dans mon entreprise avec le directeur de la prospective, mais en dehors, non. Et je pense que c'est un problème. Je sais pas si c'est pas, à vrai dire, un problème qui est lié à la baseline, qui est en 4e de couverture, qui est politiquement pas très correcte et qui empêche les gens qui ont une image à défendre de se positionner dessus. Je suis pas sûr qu'il n'y ait pas un problème de ce type-là. Comme le texte est quand même assez radical. Je pense qu'il y a un enjeu de positionnement des politiques qui les pousse pas forcément à se positionner. Oui, il y a un second degré qui peut être repoussant. Qui peut leur faire peur de dire je défends ce bouquin-là, et si les gens ils ont lu que cet extrait-là, qui est une phrase dans tout le livre et qui est pas représentatif du livre, mais qui est bien le contre-pied de ce que je voulais faire passer vraiment. C'est vraiment Radio Collapse, c'est vraiment le cynisme le plus ultime, quoi. C'est ceux qui ont jeté l'éponge et qui considèrent qu'il faut arrêter, quoi. Faut arrêter l'espèce humaine. Donc c'est pas du tout ma position. Ma position, c'est que faut se battre jusqu'au bout pour garder sa dignité, rester droit dans ses valeurs et en cohérence avec soi-même, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on est, quelles que soient les difficultés qu'on rencontre. C'est vraiment le fond de ma pensée. Donc, mais je pense que pour des gens qui sont en situation d'exposition politique, c'est très difficile de prendre la balle au bond, en fait, avec juste une 4e de couverture comme ça. Mais je suis pas sûr, c'est juste un sentiment. Ça fait écho à la position chinoise qu'on retrouve dans Radio Collapse aussi, cette baseline avec les Chinois qui ont le jour du don, donc qui régulent la population mais par le haut, en éliminant les personnes âgées en fait. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était le deuxième, après les masses organiques en semi-décomposition, c'était le deuxième choc du roman. Mais c'est vrai qu'un des sujets qui est quand même un sujet très sensible que le roman aborde, parce que quand vous abordez les problèmes environnementaux, quelque part, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est difficile de dissocier la question de la population humaine mais bien sûr, on peut diminuer notre impact de consommation par individu. Je dis pas que là, on doit consommer tous comme des gros cochons et être beaucoup moins nombreux pour pouvoir continuer à consommer comme des gros cochons, mais je suis pas sûr que les écosystèmes puissent raisonnablement supporter des 7 à 11 milliards de personnes, même en consommant nettement moins. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu quelque part, c'est qu'on a développé notre technologie, on a amélioré notre taux de survie. Il faut que quelque part on se gère. Si on se gère pas, la nature nous gérera. Et la gestion par la nature, pour moi, elle sera encore beaucoup plus brutale que l'effort de sacrifice qu'il faut faire si on le gère nous-mêmes. C'est toujours un peu pareil. C'est-à-dire, si on fait pas ce sacrifice individuel au nom du bien collectif, de se poser ces questions-là et de remettre en cause nos politiques de croissance de population ou de décroissance de population, et quelque part, ça viendra naturellement et ce sera beaucoup plus sanglant et beaucoup plus brutal, à mon avis.
Et donc, par exemple, dans le bouquin, j'abordais différentes options. Par exemple, l'Europe a changé de politique et finance le premier enfant, donne rien au deuxième et commence à prendre des taxes au troisième pour avoir une diminution de la population. Et j'ai pris la Chine parce que c'est facile, hein, c'est un peu facile de les accabler au niveau social là en ce moment vu les politiques qu'ils ont actuellement. Donc je me suis dit ça tombera sur eux. Et c'est l'autre option en fait, c'est réduire la durée de vie en fait. C'est-à-dire que finalement, si vous vivez 30 ans de moins, vous faites 30 ans d'impact de moins et au final ça diminue l'impact quoi. Hein, donc mais c'était un peu pour mettre les deux pieds dans le plat parce que moi je suis quand même convaincu que c'est un vrai sujet qu'on devrait aborder avec un peu plus de lucidité que juste une vision de est-ce que ça va payer les retraites de la génération d'après, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'on a été doté par la nature d'une génétique qui nous pousse à la croissance et à la multiplication. Donc, il faut lutter contre notre instinct. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est pour ça coûte. Hein. C'est vraiment, ça demande un effort de prise de conscience, un effort de conscientisation et ça demande des sacrifices individuels pour l'intérêt collectif qui nous fera pas de retour à nous individuellement, mais qui fera un retour à l'espèce, quoi. Ce qui demande de dépasser un peu nos fonctionnements biologiques primaires gravés dans notre cerveau, ou en tout cas de les détourner. Pour parler un peu de la suite, tu disais que tu avais un roman de fantasy en cours. Où il en est il est rédigé, là, il est en cours de relecture pour avis. Donc là, j'ai fait le premier jet. Qui est à mon avis un premier jet assez solide. Alors pareil que Symphonie, je sais pas trop si ça va plaire ou pas plaire parce que j'ai vraiment attaqué sur un sujet différent. Déjà j'ai écrit le texte en écrivant jeu, ce que j'avais jamais fait. Donc parce que du coup c'était pour moi un moyen de me garantir que j'allais renouveler mon approche et que j'allais proposer quelque chose de différent. Ça me forçait à avoir une approche complètement nouvelle. Et puis ça me permettait de travailler, de développer mes capacités, mon expérience en termes d'écriture, parce que c'est vraiment différent en fait. Donc et c'est l'histoire. C'est un peu dur à pitcher là, mais c'est un peu dur à pitcher, mais c'est une histoire d'aventure en fait d'un personnage qui est un peu exclu socialement et puis qui va se retrouver à découvrir une destination qui potentiellement serait plus accueillante pour lui et qui va se rendre à cette destination et qui est pris dans des schémas politiques quand il arrive sur place parce qu'en fait il y a une réalité qui est la même que partout, il y a une société humaine avec des liens politiques et qui va être pris un peu dans une histoire et qui va aller au bout de son chemin. Ok, écoute, j'attends ça, je croise les doigts, j'espère que il va sortir d'ici peu et puis que on va pouvoir le lire. Après, j'aurai pas mal d'actualités en 2023, normalement, si tout va bien, mais je peux pas trop en parler. Ok, on en refera une interview en 2023. Alors, mais si tout se passe bien, j'aurai une bonne actualité en 2023 avec 3 événements significatifs. Ouais. Ok, ça c'est cool, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir en fait que ce roman marche. J'espère que ce podcast va contribuer à continuer à le diffuser parce qu'il est bien et parce que c'est intéressant et ça nous permet, comme on l'a fait aujourd'hui, là, de parler de vrais sujets de société. Donc c'est un beau projet, quoi. Merci à toi, merci de m'avoir proposé le podcast parce que c'est effectivement un moyen de se faire connaître et puis c'est dur d'exister dans le monde du livre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. Donc c'est vraiment dur d'exister, surtout avec un texte dur, comme tu le disais, c'est pas forcément évident. Enfin, un texte pas forcément super gai, quoi. C'est pas du feel good, on va dire, en fait. C'est pas forcément que c'est rude, mais c'est pas du feel good. Donc c'est vrai que c'est bien c'est tout ce qui permet de partager, de faire connaître, de diffuser. C'est super et merci de ton invitation pour ce podcast. Merci, puis j'espère qu'on refera ça donc en 2023 alors pour tes prochaines actualités avec plaisir et puis au plaisir de se croiser. Avec grand plaisir, pour te croiser, pour le podcast. Merci beaucoup Étienne, à bientôt. Merci, au revoir.